Je voulais faire une vanne en mode reprendre les paroles Je vais vite de Laurie, mais je suis pas sûr de moi finalement. Euh, Après, moi je suis du genre à toujours aller à 200 à l'heure, hein, effectivement, et du coup je me pose rarement, mais j'ai quand même l'impression tout le temps que je pourrais faire plus. Je fais beaucoup de trucs qui m'angoissent, mais en fait pour l'instant ça en a toujours valu le coup, et du coup je continue. Je me plains souvent de tout ça, mais en fait j'aime bien. Et je pense que en fait, c'est hyper important de faire tout ce qu'on peut pour les autres, pour les gens qu'on aime, pour nos communautés, et puis parfois un peu ou beaucoup pour nous-mêmes aussi. Salut Charlie, merci Salut. d'être là avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais te proposer, comme chaque invité, de te présenter, nous raconter un peu qui tu es et ton parcours, si tu veux bien. Ouais. Du coup, donc, je m'appelle Charlie, tu l'as déjà dit. J'ai 23 ans, j'habite à Lyon et je suis là aujourd'hui invité en tant que cofondateur notamment de Représente Trans. J'ai fait de la recherche sur un truc qui s'appelle le Regard 6. Et à côté de ça, je suis plein de trucs, et notamment militant pour les droits des personnes LGBTI au sens large, notamment à travers l'organisation de la Pride à Lyon, et pour les droits des personnes trans après de manière plus pointue et personnelle. Ok, très bien. Aujourd'hui, du coup, tu m'as proposé de venir parler de cis-gaze, ou de regard cis, du coup. Et quand j'ai dit à mes potes que j'allais tourner un épisode avec toi sur cette thématique, donc le cis-gaze, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé tout simplement ce que c'était, qui savaient pas de quoi tu allais parler en fait. Donc je voulais te proposer, pour commencer, de nous dire ce que tu entends par le cis-gaze et comment tu définirais cette notion. Ouais. Du coup, le cis-gaze ou regard cis, c'est... comment dire ça? C'est beaucoup de choses. Parce que déjà, c'est le quotidien des personnes trans, en fait. C'est avant tout un regard, en fait, systémique de ce qu'on va vivre quand on va dans la rue, de comment est-ce que les institutions nous imaginent en tant que personnes trans, de comment est-ce qu'en fait, on existe en tant que personne trans pour le public cis. Donc, avant d'être un truc appliqué au cinéma et tout ça, c'est d'abord cet aspect de la vie quotidienne, et c'est important de le souligner, je pense. Et après, du coup, moi, celui que j'ai théorisé, le regard cis, c'est le regard cis au cinéma. Et du coup, c'est la manière dont les attentes en fait, des personnes cis à l'égard des personnes trans se cristallisent. C'est ce qu'elles pensent savoir des identités trans. Et du coup, c'est la manière dont ces attentes, elles se cristallisent et elles se montrent à l'écran, en fait, à travers les narrations, à travers les personnages qui sont montrés, à travers l'image qui est utilisée, voilà. Et du coup, je vais prendre ma petite... comment on dit déjà quand on veut tricher, là? C'est quoi le mot? Il y a un mot. Une anti-sèche, exactement. Une anti-sèche, parce que je ne connais pas ma propre définition par cœur, non pas du tout. Je suis hyper nul pour apprendre des trucs par cœur, donc... du coup, quand je l'ai théorisé, j'ai dit qu'au cinéma, le cisgaze, c'est une notion qui caractérise la manière dont les personnes trans sont représentées afin d'intriguer le public cis et le regard cisnormé, tout en ne remettant pas en question l'hégémonie de ce regard et en se conformant à des stéréotypes établis à propos de l'existence tolérée des personnes trans dans la société. Et ce qui est hyper important, en fait, c'est vraiment l'idée qu'il y a des attentes et que surtout, il ne faut pas les remettre en question, quoi. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que le regard cis, s'il ait conscience de ses attentes et qu'il essaye de les contourner, peut-être, de faire un truc, de se remettre en question, mais vraiment pas. Le propre du regard cis, c'est de se conforter dans ce en quoi il croit. Et du coup, ce que je disais, c'est que c'est avant tout un regard quotidien des personnes cis sur les personnes trans. Et ce que je te disais tout à l'heure, la première fois que le terme cisgaze a été utilisé, c'est par une meuf trans américaine qui demandait sur Twitter en 2014 de mémoire, elle demandait juste à ses followers en mode qu'est-ce que vous, le regard cis, ça vous fait quand vous sortez à l'extérieur? Comment est-ce que vous ressentez le regard cis dans votre vie quotidienne, en fait? Et du coup, c'est parti de ça à la base. Donc, après, moi, j'extrapole là l'adaptant au cinéma parce que ça correspond au female gaze, au male gaze, et du coup, je trouvais que ça s'adaptait bien de parler de cis-gaze dans ce cadre-là. Ok. Voilà. Et sur le compte de Représente Trans, du coup, tu avais fait un post dans lequel tu donnais des critères pour trouver le cis-gaze au cinéma. Du coup, je voulais te proposer peut-être de nous en donner quelques-uns
Peut-être juste avant de répondre à cette question, tu peux rapidement peut-être parler de représentrance parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont regarder l'épisode qui connaissent pas forcément. Donc peut-être parle-en d'abord et puis du coup après peut-être nous donner quelques exemples un peu récurrents quoi, qui témoignent qu'un film est empreint de cis-gaze au cinéma. Ok. Du coup, Représentrance, c'est donc un site internet que j'ai cofondé avec Gabe Arrivel et il y a Elliot Voilmy aussi qui a travaillé avec nous parce qu'à la base, ça partait d'une enquête qu'on a faite pour rechercher les actrices trans et non-binaires dans le paysage francophone et pour les mettre en avant. Et donc, on a fait cette enquête l'été dernier et en même temps, on a du coup créé le site Représentrance sur lequel moi je publie de la recherche, Gabe publie tous ses travaux de statistiques et sur lequel il y a aujourd'hui l'annuaire du coup d'actrices et avec projet d'élargir l'annuaire et normalement on en saura plus bientôt. Je tease comme ça. Mais du coup voilà, c'est vraiment un site qui a pour but l'amélioration des représentations trans à l'écran dans tout le domaine audiovisuel. Et du coup, ça passe par de la recherche, ça passe par du travail avec les personnes cis et ça passe par mettre en avant des figures trans qui veulent aussi, qui ont pour volonté de faire changer ces représentations-là. Donc voilà pour Représentrance. C'est assez bon là-dessus. Et je précise aussi, parce que moi c'est comme ça que je l'ai découvert et vous avez aussi un chouette compte Instagram dans lequel vous faites beaucoup de posts. Du coup, je sais pas si les gens qui vont regarder l'épisode le connaissent ou pas, mais moi je sais que je vous ai découvert par là et que le compte Instagram est un tout petit bout de ce que vous faites sur le site, mais bien aussi pour commencer à avoir des chiffres, à avoir des infos et tout. Clairement. En fait, sur Instagram, ce qu'on fait, c'est qu'on relaye tous les articles qu'on poste sur le site. Parce qu'on sait que c'est une grosse plateforme de visibilité et on sait que c'est comme ça qu'on atteint un maximum de personnes. Il y a un petit côté frustrant où, genre, quand on touche. Je crois que Gabe avait écrit un article sur pourquoi est-ce qu'il faut avoir des actrices trans pour jouer les rôles de personnes trans, qui a été le plus vu de notre Instagram. Il y a eu genre 15 000 vues dessus, un truc comme ça. Sur l'article, sur le site internet, il y a eu genre 49 vues, quelque chose comme ça, enfin vraiment un truc ridicule par rapport à l'ampleur qu'il y avait sur Instagram, donc c'est un peu frustrant, mais du coup ça donne effectivement une bonne vitrine et une bonne première approche en fait du sujet et on sait qu'il faut passer par là parce que c'est de la pédagogie facile en fait qui peut passer par là, qui se diffuse facilement après, les stories ça va hyper vite, donc oui on profite de ça et c'est Représentrance FR je crois, l'Instagram sans points, sans rien du tout, tout en minuscule. Ok. Voilà. Et du coup, l'autre question, c'était les critères. Ouais, quelques exemples un peu de cis-gaze au cinéma. Ok. Du coup, il y a 20 critères dans la liste que j'ai faite. Et là, en ce moment, sur Représentrance, je fais un article par mois où je parle d'un de ces critères-là. Donc là, je suis arrivé à la fin des 5 premiers. Et du coup, en fait, c'est des trucs évidents que j'ai listés dans les critères du cis-gaze, des trucs où, notamment nous, en tant que personnes trans, en fait, on sait que ça correspond au cis-gaze, même si on met pas les mots dessus. Mais ce qui m'a mis sur la piste à la base, en fait, c'est certaines récurrences. Donc, par exemple, le fait d'avoir constamment un focus sur l'hormonothérapie ou sur les opérations. Et que ce soit un des enjeux, voire l'enjeu principal du film ou au moins pour le personnage. Ça, c'est vraiment un truc hyper récurrent et du coup, c'est un des premiers trucs qui m'a fait me dire bon ok, il y a des trucs récurrents quand on regarde ces films-là. Après, il y a d'autres choses comme par exemple le fait que les relations sont souvent des relations hétérosexuelles chez ces personnes, les personnages trans. Parce que quand il y a une relation homosexuelle qui naît du fait de la transition du personnage, souvent elle va être condamnée, entre guillemets, ou mal se passer. C'est le cas dans Danish Girl, par exemple. Donc c'est très souvent des relations hétérosexuelles pour ces personnages-là. Et ça, c'est presque plus subtil parce qu'on a tellement l'habitude de voir des relations hétérosexuelles que quand on regarde un film sur un personnage trans, on relève pas forcément que oui, là aussi c'est le cas en fait. Donc il y a ça. Il y a tout l'aspect de la violence que représente la transidentité pour les proches. Il y a très peu de films, et en tout cas là pas un qui me vient en tête, où la transidentité du personnage n'est pas un sujet de détresse pour l'un ou l'une de ses proches à un moment donné. Que ce soit les parents, les enfants, le mari, la femme, le petit copain, la petite copine, enfin tout le temps. Donc ça, on n'y échappe pas non plus.
Et après, il y a tout un tas de trucs très voyeuristes, du type on va voir les organes génitaux du personnage, par exemple. Moi, j'ai travaillé particulièrement sur la place qu'occupent les miroirs dans la représentation des personnages trans au cinéma. Et du coup, hyper souvent, il y aura une scène de miroir où le personnage se dénude face à un miroir et on voit un nu complet. Voilà, c'est encore. Je cite beaucoup The Danish Girl, mais c'est parce que c'est le film en fait qui m'a mis sur la piste de travailler sur le regard cis, parce que il y avait vraiment beaucoup de choses comme ça qui me titillaient en fait, et notamment la scène de nu intégrale devant le miroir qui la dévoile à sa féminité en quelque sorte, et c'est quasiment une Vénus au miroir en fait qu'on a, et ça en fait quand on regarde d'autres films sur des personnages trans, ça y est tout le temps. Donc voilà, là j'en ai cité genre 4, mais il y en a 20 comme ça, et c'est la violence transphobe, c'est avoir le dead name qui est mentionné, c'est avoir des personnages qui sont des femmes trans TDS, c'est voilà, tout un tas de choses. Beaucoup de choses. J'ai essayé d'être exhaustive dans ce que j'ai écrit, mais même encore aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas le cas, parce que il y a pas longtemps, j'ai remarqué que j'aurais pu ajouter à la liste aussi le fait que bien souvent, quand on représente des personnages trans masculins ou non-binaires, qui déjà sont beaucoup moins représentés que les femmes trans, mais c'est pas une chose positive pour les femmes trans vu comment elles sont représentées, mais que ces personnages trans masculins ou non-binaires sont souvent très jeunes quand ils sont représentés. Pourquoi est-ce qu'on représente en fait la non-binarité ou la transmasculinité comme des enfants ou des adolescents? Et ça, c'est une vraie question, et ça, c'est un vrai truc de cis-gays en fait, et c'est pas dans les critères, donc il peut encore y avoir... C'est vachement intéressant en plus. C'est hyper différent, t'as raison. L'autre question que je voulais te poser, c'est tout simplement pourquoi est-ce que pour toi c'est important de parler de cis-gays? Pourquoi tu as choisi de faire ton mémoire là-dessus? Et donc la sous-question peut-être, c'est aussi quels sont les dangers en fait du cis-gays, les limites de ça? Alors, en fait, il y a un enjeu social, mais ça c'est dans le cinéma de manière générale en fait, et c'est ce qui m'a mis sur la piste de la question des représentations de manière générale, qui est hyper importante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on demande une meilleure représentation? C'est pas pour avoir une bonne représentation, en fait, c'est pas pour pouvoir juste se faire plaisir et pouvoir aller au cinéma sans finir en détresse, enfin, même si c'est appréciable, on aimerait bien, mais c'est aussi parce qu'en fait derrière il y a une portée sociale / sociétale, je sais jamais quel mot précis il faut utiliser, mais qui est hyper importante. Et en fait, à l'heure actuelle, les visions qui sont ancrées dans la tête des personnes cis notamment, mais aussi des personnes trans, et notamment au début de transition ou quand on est isolé ou quoi que ce soit, la vision qu'on a de la transidentité, elle vient de la pop culture, elle vient notamment du cinéma, des séries, et du coup, s'il n'y a pas de bonne représentation là, comment est-ce qu'on peut se projeter en fait dans un truc positif de sa propre vie, ou si tes parents et que ton enfant te fait son coming out trans et que la seule vision que tu en as, c'est des personnages trans qui meurent ou vont très très mal, t'as pas envie en fait que ton enfant il vive ça. Donc du coup, ça, c'est pas bon. Et en fait, le danger du regard cis, pour moi, c'est celui-là en fait, c'est qu'il entretient ses propres clichés, il entretient, parce que j'étais là en fait, il se conforte là-dedans, et du coup, il se cristallise autour d'une vision des transidentités qui est négative, et en fait ça s'entre-nourrit, et genre on sait que la vie imite l'art, mais pour moi l'art imite aussi la vie, et du coup quand on tourne en rond comme ça, c'est ça le danger du cis-gay, c'est de pas réussir à sortir de cette boucle négative, et que du coup ça ait un impact négatif sur les personnes trans au quotidien, quoi. Je sais pas comment mieux dire ça. Non, c'est cool, c'est bien. Du coup, je trouvais ça intéressant qu'on se penche sur un exemple concret de film en particulier, et tu m'as proposé qu'on discute du film de Céline Sciamma qui s'appelle Tomboy. Et donc la question n'est pas vraiment de savoir si c'est un bon film ou pas en soi, mais plutôt d'essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il est empreint de cis-gays. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce film? Oui, tout à fait, je peux faire ça. Du coup, donc, Tomboy, il faisait partie des 3 films que j'ai étudiés dans mon corpus principal de mémoire. C'est pour ça que là, j'ai voulu en parler, parce que je le connais vraiment bien. Parce que les films de mon corpus principal, je les ai regardés genre 125 fois en 2 ans, seconde par seconde, donc voilà. Et
En fait, ce qui est intéressant dans Tomboy, c'est que pour moi, c'est un film qui a pas ou peu de regard cis pendant genre 55 minutes et qui, dans les 20 dernières minutes, déchaîne tout. Et, et c'est un film qui m'a beaucoup frustrée pour ça, parce que donc déjà pendant la première partie, c'est là qu'il y a toutes les séquences de miroir, de tête. Du coup, il y a quand même du regard cis à travers ça, parce que il y a notamment la scène du packing où Michael se fait un packer en pâte à modeler et on le voit corps entier face au miroir en train de se regarder avec une petite bosse dans son caleçon et tout ça. Donc on a une espèce de focus sur les organes génitaux de cet enfant qui doit être vu comme un enfant trans selon mon opinion, même si ça n'est pas forcément l'opinion de la réalisatrice, mais voilà. Et du coup, déjà il y a ces traces-là dans un premier temps. Et en fait, moi, ce film, il m'a marqué pour un critère en particulier, qui est celui de la détresse d'un ou d'une proche par rapport à la transidentité du personnage principal, et du personnage trans, du coup. Et là, c'est dans le cas de la mère, donc de Michael, dans Tomboy, parce qu'il y a vraiment un affolement complet, quoi. Et c'est en fait complètement le personnage de la mère qui vient être affolé et qui, par son affolement, en fait, détruit tout ce que Michael a construit pendant un été entier, à réussir à avoir un passing parfait, nickel. Personne ne remettait en question le fait que c'était un petit garçon et tout ça. Et en fait, le personnage de la mère, en 2 minutes, détruit tout ça. Parce qu'elle a ressenti de la détresse par rapport au fait que son enfant puisse être pris pour un garçon. Et du coup, c'est vraiment... en fait, quand j'ai défini les critères, j'ai aussi précisé que on pouvait définir une intensité dans les critères. Que c'était pas juste cocher une case et voilà, c'est un absolu. C'est vraiment... Ça peut être en fait de 0 à 10. Genre de 0 à 10, à quel point est-ce que ce critère est présent. Et là, ce critère-là, il est présent à 10 sur 10 parce que c'est vraiment d'une violence assez énorme. Et je sais que dans le cadre de mon mémoire, j'ai fait des entretiens rapides via les réseaux sociaux avec des personnes et qu'il y a plusieurs personnes transmasculines ou non-binaires qui m'ont dit avoir repoussé leur coming out après avoir vu Tomboy parce qu'il était dans les programmes scolaires à un moment donné. Donc quand tu vois ça, t'as entre 9 et 12 ans, tu peux commencer à te poser des questions un peu sur ton genre et tout ça. Tu vois Tomboy, tu refoules. Tu dis c'est pas grave, problème pour plus tard. Non, là je veux pas m'exposer à ça quoi, parce que voilà, il y a tout ce problème avec la mère qui est vraiment très très violent. Et il y a aussi du cis-gaze, il y a quand même l'obsession pour les organes génitaux du personnage qui est très perturbante. Déjà avec la scène du packer qui prend... C'est un film de 1h15, donc quand un élément prend déjà 5 minutes de film, c'est énorme en fait. Et c'est le cas là avec, on voit comment il le façonne en faisant de la pâte à modeler avec sa petite sœur, on le voit essayer pendant, je crois que c'est 1 minute 12 de scène de miroir, quelque chose comme ça, voilà, où il se tourne, il se regarde de profil et on a 3 plans différents pour montrer comment il regarde, son regard est dirigé vers le caleçon, la caméra regarde là aussi, le public du coup regarde ça aussi, donc l'entrejambe d'un enfant de 10 ans, voilà. Et aussi, à la fin, moi je spoil, c'est bon, il est sorti il y a 10 ans, il n'y a plus de spoilers qui tiennent. Mais à la toute fin, quand donc, sa mère l'a obligé à aller se promener en robe dans tout le voisinage, donc lui il s'enfuit, il va dans les bois, il enlève sa robe, et il est dessous, il est en sous-vêtements, ou je crois qu'il a peut-être un pantalon en dessous, un short et un t-shirt. Et donc il se balade comme ça dans la forêt, et là il y a tous ses camarades qui viennent le coincer en fait contre un arbre. Sa petite copine, la première, qui pensait qu'il était un garçon. et en fait, tous ses camarades de l'été le forcent à enlever en fait son pantalon et ses sous-vêtements pour vérifier si c'est bien une fille ou bien un garçon, quoi. Donc il y a vraiment, c'est pareil. Pourquoi est-ce que les organes génitaux intéressent autant? Pourquoi est-ce que ça permet de cristalliser autant de violence en fait? De quel droit est-ce que vous vous permettez de cristalliser autant de violence autour des organes génitaux d'un personnage parce que le personnage est trans? Et je trouve ça toujours dérangeant, mais d'autant plus quand le personnage a 10 ans, quoi. Enfin, genre, je trouve ça glauque. Et après, il y a la question de l'hétérosexualité aussi.
Ça, c'était un peu plus le projet de Shyama, si j'ai bien compris, quand elle réalise ce film-là, c'est en fait, de trouver un détournement à un amour lesbien d'enfance, en fait. Et du coup, c'est pas un amour lesbien, puisque le personnage est un personnage transmasculin. Mais en fait, quand on dévoile que, ah non, finalement, c'est une petite fille, et du coup, avec son amoureuse, elles sont plus amoureuses. Elles sont copines. Parce que elles peuvent pas être amoureuses. Et du coup, voilà, il y a plusieurs trucs qui se rejoignent comme ça, et c'est pas le film le pire film qui se fait en matière. Voilà, tu disais, il s'agit pas de dire si c'est un bon ou un mauvais film, quoi que ce soit, mais c'en est quand même un où. D'autant plus parce qu'on m'a beaucoup dit que ah mais non mais celui-là c'est un bon film, voilà, il est mignon, c'est sur l'enfance et tout ça. Mais en fait, il peut être très mal vécu par les personnes trans parce qu'il y a plein d'éléments comme ça qui sont des violences hyper vénères en fait et très cristallisées sur. Il suffit de 2 ou 3 sujets en fait pour qu'il y ait du regard cis et du coup là c'est. Mais ça, du coup, on en parlait tout à l'heure avant de tourner l'épisode, mais de toute façon, c'est un vrai enjeu quand même aussi la façon dont les personnes trans vont pouvoir regarder ou pas ces films, parce qu'on parlait du film Girl, qui, voilà, comme il y a des personnes dont tu parles là, qui en regardant Tomboy, en fait, ça les a effrayés, ça a été violent, etc. Il y a énormément de personnes, on en parlait tout à l'heure, qui en voyant Girl, en fait, ont pleuré, pas du tout parce que le film était émouvant, mais juste parce que c'était d'une violence, mais juste monstre pour eux. Donc c'est vrai que c'est hyper important, voilà, ce que tu soulèves là. C'est ce que je disais aussi au niveau de représentance. En fait, si on fait ce travail à représentance, c'est pour améliorer la vision que les personnes cis peuvent avoir des transidentités en modifiant en fait ce qu'on représente. Mais en fait, moi à titre personnel, je veux travailler pour la communauté trans en fait. Et je crois très très fort au T4T, donc Trans for Trans. Et moi je veux que les personnes trans puissent aller voir une série ou un film sans se dire je vais être mal à l'aise à un moment donné, ou je vais être très mal, ou ça va me rendre dysphorique, ou ça va me faire faire une crise d'angoisse. Pour moi, c'est inadmissible et c'est pas correct que ce soit pas pris en compte en fait, parce que. Mais ça rentre dans, j'ai envie de dire, un côté parafilmique du regard cis, où en fait on pense tellement à émouvoir un public cis et on fait le film pour un public cis qu'on pense pas du tout à la réception qu'il peut y avoir du côté des personnes trans. Et ça, c'est grave en fait, de pas réfléchir à ce côté-là de la réception. Et donc question suivante que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que le cisgaze n'est forcément présent que dans les œuvres et donc les films faits par des personnes cis, ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi des personnes trans qui peuvent réaliser des films qui soient empreints de cisgaze? Oui. Ça serait marrant si je te faisais que des réponses en oui ou non et après je ne les vois pas du tout. Oui, je suis d'accord. Oui, parce que j'ai envie de dire, on en discutait tout à l'heure, mais les gens ne savent pas de quoi on discutait tout à l'heure, donc du coup il faut que j'élabore un peu plus. On vit dans une société, et là c'est un mème, où on vit dans une société cis-normée et cis-centrée, faite par et pour les personnes cis. Les lois sont faites par et pour ces personnes-là, les représentations aussi, donc pas pour nous. Et du coup, nous, on grandit et on évolue dans un schéma dans lequel il y a certaines représentations qui sont déjà existantes et dans lesquelles on est nous-mêmes empreintes d'a priori. Quand on vient d'arriver en tant que personne trans, quand on éclot, j'ai vu qu'il y avait la métaphore de l'œuf dans l'épisode avec Jenna, donc je poursuis la métaphore. On n'a pas forcément de recul politique sur certains sujets, et en fait, toute personne trans n'a pas non plus à avoir un recul politique sur tous les sujets et n'a pas pour obligation d'être militante en fait. Et on ne peut pas reprocher aujourd'hui à une personne trans de ne pas être militante pour les droits trans. Chacun fait ce qu'elle veut et peut, mais du coup, en fait, c'est pas une garantie du coup d'être trans et ça garantit pas d'avoir un film qui soit sans regard cis. Et il y a plein d'exemples qui l'illustrent, mais même quand c'est pas à la réalisation, il y a plein de réalisatrices cis qui se cachent derrière le fait d'avoir eu un contact ou une amie trans qui a relu le scénario, qui a vu le film, qui a adoré et tout ça. Et c'est bien là du coup la garantie que c'est pas
c'est pas ce qui garantit d'avoir un regard qui ne soit pas un regard cis en fait. Et ça a été un gros argument de Lucas Dont sur Girl, de dire que il avait réalisé ce film avec son ami. Alors son nom de famille c'est Monsecours, mais j'ai perdu son prénom là tout de suite, mais qui est danseuse et le film il est sur elle en fait. C'est un espèce de biopic romancisé de sa vie quoi. Et que elle avait été consultante, que c'était sa vie, que voilà, qu'elle avait beaucoup aimé le film, et du coup il se cache beaucoup derrière ça, c'est beaucoup sa défense en fait quand il défend son film. Et en fait voilà, là, la réponse qu'on peut lui faire c'est en fait c'est pas une garantie. Déjà au-delà du fait que les personnes trans ne sont pas vos cautions, il y a aussi le fait que être trans en soi, ça ne veut pas dire ne pas avoir un regard qui soit cis-centré et cis-normé, parce que cette norme-là, on l'absorbe, on se la prend dans la gueule tous les jours, et du coup, forcément, que dans ce qu'on produit ou reproduit, ça se retrouve aussi, quoi. Et donc, c'est pour ça que le regard cis, c'est une abréviation pour regard cis-normé, cis-centré, parce que c'est pas le regard d'une personne cis, c'est le regard d'une norme établie, et dans laquelle on vit, et du coup, sur laquelle il faut se questionner et réfléchir, peu importe qui on est, en fait. Ok. Sous l'un des posts du compte Représente Trans, il y avait écrit « Le cis-gaze ou regard cis, c'est aussi le regard de le ou la directrice de casting ». Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Qu'est-ce que tu entendais par là? En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le regard cis, il intervient à toutes les échelles de notre vie. Donc bien sûr que ça peut être la directrice de casting, comme le scénariste, réalisatrice, etc. etc. Voilà, n'importe qui, littéralement. Et du coup, quand on parle au niveau du casting, c'est parce que c'est souvent en fait une question qui cristallise un peu l'attention au niveau du travail qu'on fait à Représente Trans. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui pensent qu'en fait le problème principal à l'heure actuelle, c'est d'avoir des personnes cis qui jouent des rôles trans. Et bien sûr que c'est un problème, mais c'est un problème. Genre dans les 20 critères du regard cis, c'est littéralement le dernier critère des 20. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à traiter avant. Mais du coup, quand on dit que le regard cis, ça peut être le regard du directeur, directrice de casting, c'est parce que au moment où tu fais ton casting, si dans ton annonce, il y a des trucs qui vont pas d'un point de vue de ce que tu recherches, c'est parce que tu as des attentes irréalistes envers en fait une ou des personnes trans. Le fait que les annonces de casting recherchent toujours les mêmes profils quand on recherche des personnages trans, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que quand vous recherchez un homme trans, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous recherchez toujours des hommes trans ou des personnes non binaires qui ont moins de 18 ans? Enfin, c'est quoi le problème avec représenter des personnes plus âgées? Pourquoi est-ce que au niveau des castings, les personnes trans qui sont castées sont blanches, valides, dans certaines normes de beauté, d'esthétique? Enfin voilà, ça rejoint ça aussi. Donc c'est pour ça que ça peut être à toutes les étapes et que le casting c'est une de ces étapes-là. Donc je sais pas pourquoi c'était écrit sous ce poste-là en particulier, mais voilà, ça se joue vraiment à n'importe quel moment au final. Ok. J'avais une dernière question avant de passer au conseil de la fin. C'était est-ce que tu aurais des exemples de films, parce que tu en connais, question difficile, qui parlent de transidentité sans cisgaze ou en tout cas avec peut-être moins de cisgaze que d'autres? Oui, alors ça oui. Sans cisgaze, non. Il y a le film They, de Anaïta Ghazvinizadeh, qui est une réalisatrice iranienne. C'est un film qui est sorti en 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement. C'est sur un personnage non-binaire qui est jeune, qui est au début de l'adolescence, qui doit faire en fait son choix entre continuer les bloqueurs, y aller sous bloqueur de puberté. Et du coup, son choix, c'est soit arrêter complètement ça et ne rien faire d'autre, soit arrêter les bloqueurs et prendre des hormones. Et du coup, on suit ce questionnement-là. Et c'est un film qui dure à peu près 1h15 et où, en fait, en plus de son parcours à ce personnage, on suit en fait plein d'autres petites histoires dans sa famille. Donc, c'est pas non plus hyper oppressant et hyper centré sur ce personnage-là. Et puis, en fait, on a vraiment... Déjà, c'est un personnage non-binaire.
qui est montré au cinéma, donc c'est rare. Donc voilà, il y a plein de choses dans ce film qui sont bien. Et après, au niveau des exemples, j'ai surtout des exemples en série, en fait. On la cite souvent, mais dans Sense8, on remercie le personnage de Nomi parce que sa relation avec Amanita est incroyable et fait vraiment plaisir à voir. Et je pense que c'est un personnage qui est bien foutu et c'est peut-être, j'ai mis l'hypothèse, parce qu'il a été écrit par 2 meufs trans et qu'il est joué par une meuf trans qui a aussi travaillé sur l'écriture et la manière de jouer ce personnage-là. Peut-être que ça joue, voilà, mais du coup, je pense qu'il y a plus d'avancées d'un point de vue des séries, mais ça on en parle souvent au niveau de représentation, c'est parce que les enjeux économiques sont différents aussi, tout ça, donc ça avance pas à la même vitesse, mais regardez du côté de Sense8, regardez du côté de Pose, regardez du côté de... J'ai pas vu Euphoria, donc je sais pas à quel point je peux le conseiller ou pas, mais j'ai cru comprendre que la représentation était pas mal, donc de ce côté-là, oui. Et sinon, j'ai envie de conseiller un court-métrage qui s'appelle Amoureuse. Donc c'est amoureux, amoureuse, mais à l'inclusif avec un XE à la fin. Comme à chaque fois que j'en parle, j'ai mangé le nom de la réalisatrice. Mais si vous allez sur le compte Instagram de Gabe, qui est donc a cofondé Représente Trans avec moi, elle poste en fait toutes les semaines une œuvre avec un personnage trans, d'une représentation plutôt positive. Et donc il y a notamment Amoureuse qui est cité à un moment donné, et il y a d'autres exemples de représentation positive qui sont du coup, il y a du cis-gaze dedans parce que on n'en sort pas, mais qui sont mieux que la moyenne. Ok. Et du coup, comme on arrive à la fin de l'épisode, je vais te demander, comme à chacune des invités, est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller pour finir cet épisode ? Oui. En fait, j'avais réfléchi un peu à la question en amont, et comme je cite déjà des trucs avant, j'ai pas envie de vous conseiller une œuvre à aller voir ou un truc à lire en particulier, mais j'ai plutôt envie de vous conseiller quelque chose d'un point de vue de ce que vous pouvez faire. Parce que des initiatives comme là Le Petit Bleu, des initiatives comme XY Media, comme Nos Voix Trans, comme un podcast trans, c'est des personnes trans qui s'emparent de moyens de production audiovisuelle. Et en fait, on commence à construire des trucs à notre image, en fait. Et ça, c'est hyper important et on est bien plus nombreuses qu'on le pense à vouloir faire des trucs comme ça, à en plus savoir faire des choses. On est plein de talents dans la communauté et du coup, j'ai envie de dire, si vous avez une idée et l'envie de la concrétiser, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce qu'en fait, vous finirez par trouver une ou 2 autres personnes qui sont intéressées et par pouvoir monter votre truc et faire des trucs de votre côté et ça sera vraiment bien. Trop bien. Et merci pour tout ce que tu nous as dit, tous les sujets sur lesquels tu nous as éclairés. Et puis du coup, j'invite toutes celles et ceux qui connaissent pas Représente Trans à aller lire vos articles parce que c'est super. Moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, merci beaucoup.